On n'a pas une curiosité gratuite quand on est adulte. Les enfants, oui. Mais les adultes, ils ont besoin d'un enjeu. Pour avoir envie de lire un papier, ils ont besoin d'une actualité, de quelque chose qui se passe. Je ne suis pas une scientifique au sens chercheur. Je suis journaliste et j'ai cette particularité d'être journaliste scientifique. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous pouvez vous approcher et ouvrir la boîte. Petit cadeau. Ouvrir la boîte. Ah, ça, c'est le fameux guide de ma promotion. Ah, où la page est marquée. Bah oui, c'était il y a longtemps. Je me suis orientée vers le journalisme, qui en 4e année, j'avais pas envie de faire de la recherche en physique, que j'avais pas envie de faire de la programmation informatique aussi. J'ai même commencé à être en stage avant de venir à l'ESJ dans une agence de presse qui n'avait rien de scientifique, qui était une agence de presse politique et économique à Rouen. Et j'ai vraiment pris ce chemin à ce moment-là. Et c'est après que j'ai rejoint du coup l'ESJ. Au départ, je me destinais à la météo. J'aurais voulu être météorologue, c'est pour ça que j'ai fait de la physique à la fac. C'est finalement plus l'aspect culturel de la science, je crois, qui me plaisait. Plus que l'aspect technique, plus que l'envie d'approfondir un sujet. Et donc le journalisme, pour ça, c'est l'idéal. Je me vois là sur la photo. On est devant le siège de Reworld Media. Ils n'étaient pas contents du tout qu'on soit venu faire cette manif pour essayer de sensibiliser un peu tout le monde à notre situation. Donc ça, c'était déjà, le rachat avait déjà eu lieu. Science & Vie a été racheté par un groupe qui s'appelle Reworld Media, qui avait très mauvaise réputation. La réputation, c'était de racheter des titres en fin de vie, de les vider de leurs journalistes, pour résumer, et de bénéficier de ce qui restait des abonnés. Ça, c'était la réputation qu'ils avaient. Et quand ils sont arrivés à Science & Vie, il y a une partie des journalistes déjà qui sont partis. Mais moi, je fais partie de ceux qui sont restés pour voir. Sachant que le président de Reworld, c'était un ingénieur qui nous avait garanti qu'il allait accorder beaucoup d'attention à Science & Vie. Pendant 1 an à peu près, on a été tranquille. Et puis tout à coup, il y a eu une volonté de reprise en main du titre par le groupe et en particulier du site internet, où on a commencé à nous demander de faire plus de contenu, de faire du contenu moins, disons, enquêté, moins travaillé, jusqu'à finalement retirer à la rédaction en chef la direction éditoriale du site et commencer à publier des articles en dehors du contrôle de la rédaction en chef et des articles qui nous dérangeaient. Et donc à ce moment-là, le directeur de la rédaction à l'époque est parti. Et en fait, moi, j'étais rédactrice en chef adjointe, donc j'étais en dessous dans la hiérarchie. Et il a vite fallu que je me positionne pour rester ou pour partir. Et puis finalement, j'ai pris la décision de partir. Ah, c'est une vidéo ? Oui. Bonjour Mathilde, j'avais une petite question pour toi. Donc avant-hier, c'était le bouclage d'un numéro, qui était un bouclage un peu serré. Tu avais la rédaction en chef et tu étais aussi auteur d'un papier de 8 pages. Est-ce que l'urgence dans laquelle tu as été obligé d'écrire, qu'elle soit contrainte ou organisée, est-ce que tu y vois une source de fraîcheur, de sincérité et de fluidité de l'écriture? C'est effectivement Hervé Poirier qui est co-rédacteur en chef d'Epsilon avec moi et 2 autres journalistes. Et on a bouclé il y a donc avant-hier. Et effectivement, j'ai rendu mon papier très en retard, puisqu'on n'est pas censé, quand on bosse dans un mensuel, rendre le papier le jour du bouclage. Mais alors c'est aussi parce que je suis rédac chef et que personne n'ose me dire que c'est indécent, mais aussi parce que j'ai beaucoup de choses d'autres à faire et que je veux continuer à écrire. Alors que je suis rédac chef, ce qui est toujours un peu périlleux. Et on est tous, en tant que journalistes, contraints par cette date qui nous oblige à finir à un moment. Donc on peut appeler des gens jusqu'au dernier moment, ce que je fais moi, par exemple, j'arrive pas à m'arrêter d'enquêter. Donc je peux appeler en écrivant. On peut se mettre à comprendre quelque chose qu'on n'a pas compris jusqu'au dernier moment, mais à un moment donné, on est obligé d'arrêter. Et c'est ça qui donne peut-être une partie du ton journalistique par rapport à un livre qui va avoir été réécrit, réécrit. Le numéro 1 d'Epsilon et le premier papier d'Epsilon que j'ai écrit moi. La jeunesse d'Epsilon, c'est une rencontre avec Emmanuel
Mounier, qui est un éditeur de presse jeunesse et qui est un passionné de sciences et qui, quand on est sorti d'Epsilon, quand on est sorti de Sciences et Vie, nous a appelés pour voir, quoi. On n'a pas une curiosité gratuite quand on est adulte. Les enfants, oui. Mais les adultes, ils ont besoin d'un enjeu pour avoir envie de lire un papier. Ils ont besoin d'une actualité, de quelque chose qui se passe. Et donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse autrement pour créer Epsilon, en réfléchissant à ce qui va pouvoir déclencher l'intérêt d'un adulte pour un sujet qui va être un sujet ou scientifique ou un sujet sociétal généraliste, disons, mais qu'on va nous proposer de traiter sous l'angle scientifique. La première couve en est un bon exemple. Puisque c'était à la fois un sujet super scientifique, comment est-ce qu'on peut, avec des petites poussières, en projetant des petites poussières dans l'atmosphère, déclencher des pluies, etc. C'était le sujet sur les arbres qui devait être en couve au début. Et on a galéré comme des fous pendant des mois pour mettre le sujet sur les arbres en couve. Et finalement, on a mis celui-là parce qu'il avait un plus fort enjeu. Parce que donc là, en fait, quand on travaillait ce numéro-là, on ne pensait pas que ça le ferait. Et après, il y a eu cette incroyable campagne de financement participatif qui nous a offert assez d'argent pour pouvoir se dire que ça pouvait peut-être marcher, assez d'abonnés, de pré-abonnés, quoi. Et on avait la méga pression, hein, puisque ces gens-là avaient pris un abonnement sur notre bonne tête et notre bon discours qui était de dire vous allez voir, ça va être génial. Donc après, quand on s'est mis à écrire, c'était un peu stressant. Mais donc on est né, déjà c'était une première info. Et puis après, derrière, on est encore vivant, ce qui est une deuxième prouesse. Et on est tout juste rentable. Epsilon, c'est à peu près 4 millions de chiffres d'affaires. Déjà, de pouvoir être encore là 5 ans après, c'est épatant, puis ça valide le truc, ça valide notre idée aussi, qui était l'autre idée folle, qui était celle de se dire, il y a un lectorat pour une presse scientifique papier. Et ben, je vais choisir celui-là. Il m'a fait penser à un extraterrestre, et c'est une des thématiques qui moi a structuré, en tout cas mon début de carrière de journaliste, la vie extraterrestre, les premières exoplanètes ont été découvertes en 1995 et ça a reposé la question, et je me rappelle d'une couve que j'avais faite à Sciences et Vie qui s'appelait « Nous ne sommes pas seuls » et qui n'annonçait évidemment pas la découverte d'E.T., mais qui annonçait une forme de conviction qui naissait chez les scientifiques, de dire que oui, on avait des arguments maintenant chiffrés pour se dire qu'il y avait forcément d'autres vies qui avaient émergé ailleurs dans l'univers. Je pense que les gens, quand j'en parle, ils s'arrêtent déjà au mot journaliste. Et c'est un métier qui donne envie aux gens qu'on leur raconte. Je pense qu'ils se disent que je suis scientifique aussi. Et cette confusion-là, elle est importante parce qu'elle est souvent, par exemple, elle peut être mise en scène même dans les médias. C'est-à-dire que j'ai déjà été invitée à des émissions où on va me mettre à côté d'un chercheur et me donner la même légitimité, la même parole que celle du chercheur. Et c'est toujours une difficulté pour moi quand je suis dans cette situation-là d'essayer de faire comprendre qu'en fait, moi, je ne suis pas une chercheuse, je ne suis pas une scientifique au sens chercheur. Je suis journaliste et j'ai cette particularité d'être journaliste scientifique, c'est-à-dire que je vais très bien connaître la méthode scientifique, très bien connaître les problématiques, les enjeux de la recherche et pouvoir du coup rendre compte ou éclairer des sujets d'une manière un peu différente que ne le ferait un journaliste généraliste. Ce qui fait un bon sujet de science, c'est le sujet qui fait parler les chercheurs eux-mêmes. C'est pas le sujet qui amuse forcément le lecteur. C'est cet écart-là entre les deux qui est compliqué à gérer. Et mon boulot à moi, il se situe dans la sélection des sujets. Et notre boulot à Epsilon, c'est celui-là, c'est d'identifier des sujets qui vont à la fois être des sujets qui vont être très importants pour les chercheurs, des nouvelles questions qui se posent aujourd'hui, des nouvelles technos qui sont inventées, etc. Et de l'autre côté, trouver pourquoi est-ce que c'est important et ça pourrait, disons, être intéressant pour le lecteur.
plus dur, c'est pas de comprendre, pour moi. Je suis accompagnée aussi par des chercheurs qui vont avoir une grande patience pour expliquer le travail qu'ils font. Donc comprendre n'est pas un problème, identifier les bonnes personnes est parfois un problème. Jamais faire parler un chercheur pour un sujet dont il n'est pas spécialiste. C'est l'une des dérives qu'on a vues au moment du Covid sur toutes les télés, des gens qui n'étaient pas épidémiologistes et qui parlaient des épidémies. Donc bon, ça c'est l'un des points les plus importants. Ça peut arriver de renoncer à un sujet parce que l'enjeu n'est pas assez fort pour qu'on ait envie d'emmener le lecteur dans une si grande complexité. Je me rappelle d'un sujet il y a très longtemps sur l'olfaction quantique. Comment est-ce que la science de l'infiniment petit et les mécanismes à toute petite échelle dans notre nez vont être quantiques et que ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'on va sentir les odeurs. Les mécanismes étaient ultra compliqués et l'enjeu pas assez fort. Et ce papier-là, je ne l'ai pas fait, par exemple, à l'époque. Mais la plupart du temps, on arrive à trouver l'enjeu. La plupart du temps, on arrive à... on sait pourquoi on fait le papier, et après, le lecteur est d'accord, je pense, et nous avec, pour rentrer dans la complexité. Et je pense qu'il y a une défiance vis-à-vis de la science et une défiance vis-à-vis des journalistes, qui n'a rien à voir, d'ailleurs. Et si je reste sur la science, je pense que le Covid a fait sans doute du mal, mais aussi du bien. Il a permis de clarifier aussi un statut, on va dire, de ce que c'est que la science. C'est-à-dire que la science, c'est pas quelqu'un qui arrive et qui dit une vérité docte pour toujours. Le Covid a permis de mettre en valeur l'incertitude, les allers-retours de la science, la difficulté à faire des recherches. Et cette complexité-là, je pense pas qu'elle desserve. Je pense qu'on n'a pas du tout intérêt à cacher les méthodes. Et ça rejoint le journalisme. Je pense que pour le journalisme aussi, la solution, c'est ça. Comment redonner confiance au public en un journalisme ? Je pense qu'il faut montrer comment on travaille. C'est un peu ce qu'on a fait, nous, à Epsilon, on le fait dès qu'on peut. On met nos sources, on met des chercheurs interrogés. On a même inventé une rubrique à la fin d'Epsilon qui s'appelle « Dans la machine » et qui est la rubrique des articles que les lecteurs ne liront pas. C'est-à-dire les articles qu'on a décidé de ne pas faire dans le Epsilon du mois. Et il ne faut pas faire croire au lecteur que quand il ouvre un magazine, c'est le reflet de l'actualité. Non, c'est le reflet de l'actualité sous le prisme d'une rédaction qui préfère certains sujets à d'autres et qui doit s'en expliquer. Pour un magazine comme nous, c'est-à-dire un magazine mensuel, la contrainte, c'est d'atteindre très vite une quantité d'abonnés qui permettent de financer la machine. La machine est par essence très chère. C'est-à-dire, une vingtaine de journalistes, du papier à imprimer, après à router, à mettre dans les kiosques, à envoyer chez les gens. On ne peut pas faire ça pour 2000 personnes. Et après, nos contraintes aujourd'hui, elles sont des contraintes de temps. Exemple là, typique, donc on vient de boucler un numéro. Samedi matin, la guerre au Moyen-Orient et au Proche-Orient a commencé. Il n'y aura rien sur cette guerre dans Epsilon. Le Havre, parce qu'il y a la mer. ESJ Lille, parce que les rencontres avec les professionnels surtout, pendant mon année d'étudiante. Je suis jamais allée à la Terre au Carré, donc CQFD évidemment. Hervé Poirier, parce qu'au quotidien, c'est vraiment avec lui qu'on organise la rédaction. Science-fiction. Science-fiction parce que ça parle de la réalité. Je dirais que c'est une énorme chance de faire du journalisme scientifique quand on est journaliste, en tout cas comme, disons, spécificité. En fait, on va se mettre à raconter une aventure humaine positive. Et donc, on va rendre compte, en tant que journaliste, de faits qui ne sont pas forcément positifs. Une techno, l'arrivée de l'IA, en ce moment, c'est pas forcément positif, l'arrivée de l'IA. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Être journaliste scientifique, c'est passer son temps à interroger des chercheurs. Et les chercheurs sont des gens formidables en ce sens qu'ils participent à une aventure, on va dire, un peu humaniste, un peu positive. C'est hyper enthousiasmant et on n'a jamais envie de partir de ce monde-là, on n'a jamais envie de quitter ces conversations avec les chercheurs. Le premier réflexe, c'est les conflits d'intérêts en bas des publics. Donc une publication scientifique, c'est la base, la matière première du journaliste scientifique, et les conflits d'intérêts doivent être notés en bas. Et donc ça permet de gagner du temps, puisque si on voit un conflit d'intérêts, on ne lit pas la publication et on passe à autre chose. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est ce qui se passe en physique quantique. Après très très longtemps avoir laissé de côté quelque part une interprétation de cette science bizarre, la quantique,
qui nous parle bizarrement du monde, qui nous dit que des particules sont à 2 endroits en même temps, qu'elles peuvent être liées par-delà l'espace et le temps, on appuie sur une et l'autre s'appuie alors qu'elles sont trop loin normalement, enfin bref. Plein de propriétés bizarres et qui aujourd'hui sont reprises en main par une jeune génération de chercheurs qui viennent de l'informatique, en fait de l'information quantique, qui font presque des protocoles logiques pour faire de la quantique, donc complètement changé de méthode. Mais c'est surtout cette démarche-là d'avoir repris cette théorie et de se dire non, on va vraiment comprendre ce qu'elle nous dit du monde. C'est quoi le sujet scientifique que je rêve qu'on m'apporte à une réunion de rédac chef? C'est le sujet que je ne connais pas. C'est dis-moi quelque chose que je ne sais pas quoi. C'est le sujet qui m'interpelle tout de suite, qui me parle, mais que je ne savais pas. Alors, Libération, le 3 et... Ouais, c'était un samedi, je suis née un samedi, c'est vrai. Le 3 et 4 avril 82. Et donc, on est sur le PS prend des calmants après la défaite des cantonales. Merci beaucoup.